850 convives étaient réunis vendredi, salle des Étoiles, pour une des plus grandes soirées de l'année en Principauté, le 65e gala de la Croix-Rouge monégasque, en présence évidemment du couple princier, suivi de son Altesse royale la princesse de Hanovre, accompagné pour l'occasion du chanteur américain Michael Bolton. Ce gala a été animé par Sandrine Quétier et Chinamoz pour notamment la traditionnelle tombola. Le souverain et son épouse ont ensuite ouvert le bal comme le veut la tradition. À la suite, le chanteur italien Eros Ramazzotti a pris les commandes et surtout le micro. Il a en revanche laissé les platines au DJ Bob Sinclair. Je vous rappelle que cette soirée caritative est organisée en faveur de la Croix-Rouge monégasque. La Croix-Rouge monégasque mène une bataille humanitaire sur tous les fronts depuis 1948. C'est le rassemblement incontournable pour les jeunes catholiques du monde entier. Les Journées mondiales de la jeunesse, créées en 1986 par le pape Jean-Paul II, se sont déroulées au Brésil du 23 au 28 juillet à Rio de Janeiro. Une délégation de 47 monégasques s'est rendue sur place durant 3 semaines aux côtés de plus de 3 millions de fidèles. Un événement inoubliable pour ces monégasques de retour en principauté. C'était une aventure touchante au plus profond de soi, car nous avons vécu des moments très forts. Dès l'accueil, on aurait dit l'équipe de France qui arrivait. C'est vrai, c'était vraiment touchant. Et les Brésiliens sont très accueillants, très affectifs. Puis même les moments sur la plage de Copacabana, c'était pour voir le pape, la messe. C'était intense dans la foi. C'était une expérience formidable parce que les gens sont très différents de chez nous. Et c'était fatigant, on est encore fatigué, mais c'était vraiment exceptionnel. Moi, je n'oublierai jamais notre arrivée à Bacacha parce qu'on a fait 12 heures de vol, puis on a eu 3 heures de bus. Et on est arrivé à Bacacha, je crois qu'il était minuit, 1h du matin. Et en fait, on s'est retrouvés dans le village, devant l'église. Et il y avait tout le village qui nous attendait, qui chantait, il y avait les lumières, l'église était pleine. Je pense que c'est une expérience que je recommande vraiment à tout jeune chrétien. Parce que c'est un rassemblement, en fait, on se retrouve à être avec quasiment 4 millions de personnes qui ont notre âge, à prier tous ensemble. Et quand on se retrouve, d'habitude chez nous, on est dans nos églises, on n'est pas beaucoup. Et ça nous aide vraiment à retrouver la foi et à continuer à croire. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique que d'être tous ensemble en prière. Moi, c'est ma 6e JMJ, c'est vrai que c'est génial à chaque fois, c'est une super expérience. On ne revient jamais pareil. J'ai vraiment découvert à chaque fois quelque chose, j'ai vraiment apporté quelque chose de différent à chaque JMI que j'ai faite. Là, c'est un nouveau pape en plus qui est absolument extraordinaire, qui est très humain. Et il y avait un monde incroyable. Voir le pape, c'est quand même quelque chose qui ne nous arrivera pas forcément tous les jours dans notre vie. Et se retrouver avec autant de personnes, c'est quelque chose d'unique et c'est peut-être la dernière fois qu'on peut vivre quelque chose comme ça. On a été accueillis vraiment comme si on était leur fils. C'était vraiment, on a ressenti de l'amour. Enfin, on voyait bien qu'ils étaient prêts à nous accueillir et ils ont tout donné pour qu'on se sente bien, à l'aise, tout ça. Quand on se retourne, qu'on voit tout ce monde, on se dit que c'est vachement stimulant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il y a beaucoup de gens cathos, il y a beaucoup de jeunes cathos et ça c'est incroyable de vivre un truc pareil. Bien, ça a renouvelé ma foi et ça m'a emmené à des niveaux même plus hauts de la foi. Et je suis prêt à annoncer l'évangile par toutes les nations. Prochaine édition des JMJ en Pologne à Cracovie en 2016. 3 ans après avoir installé des ruches sur les terrasses de Fontvieille, la direction de l'aménagement urbain s'intéresse désormais à d'autres types d'insectes volants, des insectes pollinisateurs tels que des abeilles sauvages. Ce type d'hôtel a déjà été implanté en région parisienne et dans les Vosges. Un autre est maintenant installé dans les jardins Saint-Martin. Aujourd'hui, donc, on installe un nouveau système d'accueil d'insectes sauvages qui sont principalement donc, des insectes volants. Qui nous permet de savoir déjà est-ce qu'il reste encore des insectes sauvages en principauté. Et si c'est le cas, ça nous permettrait également
de les comptabiliser, de savoir ce qu'il y a. Et, ça nous permet également de développer la partie plutôt biodiversité, c'est-à-dire de développer certains jardins avec des pelouses mellifères, avec des pelouses à papillons, avec des pelouses à insectes, et pour leur permettre d'avoir leur garde-manger à proximité de leur hôtel à insectes. Cet hôtel est formé d'un ensemble de différents habitats. On peut y retrouver de la paille, des roseaux, du bois ou encore de la brique. Ces lieux de vie ont un rôle bien déterminant pour ces insectes qui sont indispensables à l'équilibre de la nature. On s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins d'habitats qui pouvaient abriter ces types d'espèces et on observe une régression de ce genre d'espèces. Alors, le manque d'habitat est une des explications, mais l'utilisation trop importante des pesticides est une autre explication. Le fait qu'on ait une homogénéisation de la végétation et qu'on ait une perte de diversité de la végétation autour de nos villes est une autre explication. On a aussi le simple problème du fait que la fauche des prairies avant la floraison fait qu'il y a moins de fleurs. Donc tous ces facteurs cumulés entraînent une baisse des populations d'insectes pollinisateurs. Et donc ça, c'est une réponse que l'on apporte, c'est recréer des habitats que l'on retrouve de moins en moins fréquemment sur la zone. Toujours dans le cadre de cette collaboration avec l'ONF, d'autres hôtels à insectes pollinisateurs devraient être implantés à la Tête de Chien ou au Montagel, une façon de pouvoir comparer la population des abeilles sauvages selon l'altitude. Pour la première rencontre de la saison au Stade Louis II, l'AS Monaco a conclu sa campagne de matchs amicaux sur une note très positive samedi. Les Monégasques se sont imposés 5-2 face à une formation de Tottenham amputée de plusieurs joueurs majeurs, dont Gareth Bale. L'ASM présente elle son équipe type, un 4-3-3 avec les recrues Abidal et Carvalho en défense centrale, Toulalan et Moutinho au milieu, et un trident offensif composé de James Rodriguez, Ferreira Carrasco et Falcao en pointe. Monaco ouvre le score au quart d'heure de jeu sur cette superbe reprise de volée d'Andrea Raggi, bien servi par James Rodriguez. Dominateur et peu gêné par une timide formation de Tottenham, les Monégasques vont doubler la mise au retour des vestiaires sur cette tête d'Ocampos rentrée à la mi-temps. L'Argentin est à l'origine du troisième but 1 minute plus tard, c'est lui qui délivre ce centre pour Falcao. Le Colombien marque son premier but au Stade Louis II sous les couleurs monégasques. Monaco déroule, n'est pas vraiment inquiété mais se fait surprendre sur ce cafouillage. Kane profite d'une erreur d'Izimat Mirin pour tromper Subasic et réduire la marque, 3-1. À la 65e minute, Fabinho, entré à la pause, décale Ocampos côté droit, l'ailier centre pour Falcao qui réalise le doublé, superbe entrée d'Ocampos, puisqu'en 20 minutes, le jeune Argentin a marqué et délivré 2 passes décisives. La démonstration monégasque se poursuit. Sur un contre, Ferreira Carrasco lance Obadi. Le milieu offensif marocain trompe un Lloris délaissé par sa défense d'une frappe croisée. Tottenham sauvera l'honneur en fin de partie sur cette percée de Townsend qui décoche une belle frappe du gauche pour tromper Subasic. 5-2, des enchaînements fluides et des recrues en forme, prometteurs avant la reprise du championnat samedi à Bordeaux. Je suis satisfait parce que c'est un bon match. C'était un bon match. Et je le sais, le Tottenham normal, mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Le match, je vais voir quelque chose, parler avec les joueurs et je suis satisfait. Je pense qu'il y a encore 1-2 mois de travail parce que c'est très important. Beaucoup de nouveaux joueurs, donc n'est pas facile. Mais c'est important pour la confiance. Oui, nous avions pas mal de joueurs blessés, mais on voulait bien faire. Je crois que le deuxième but monégasque nous a atteints moralement. La première mi-temps était pauvre, avec un tir cadré de chaque côté.
Le rythme était faible et c'était difficile de produire du jeu. Le deuxième but de l'ASM au retour des vestiaires nous a fait mal et après nous avons fait beaucoup d'erreurs qu'on aurait dû éviter. Nous allons apprendre de ces erreurs et repartir à l'entraînement pour s'améliorer. Le Devins, temple du polo ce week-end avec la première édition de la Polo Diamond Cup, une compétition regroupant 4 équipes dont le coup d'envoi a été donné vendredi matin avec le défilé des cavaliers sur la place du Casino. Place à la compétition l'après-midi au Devins dans une ambiance festive et devant de nombreux invités, sponsors et quelques curieux. 2 rencontres ce vendredi, tout d'abord l'US Polo Association en rouge face à Audemars Piguet en bleu. La partie se dispute en 4 périodes de 7 minutes 30, 3 cavaliers de chaque équipe sur le terrain pour ce tournoi. Audemars Piguet vire en tête après 2 périodes 2-1, mais l'US Polo Association l'emporte finalement 5 points à 3. Le deuxième match oppose la Barclays à Misbach en blanc, 2 équipes aux handicaps différents, calculés en fonction du niveau de chaque joueur. La Barclays part donc avec un demi-but d'avance. Misbach, emmené par un très bon Menendez, prend rapidement les devants et mène 3-1,5 à la fin de la première période. Barclays revient dans la partie et s'impose finalement des résultats sans conséquence, ces 2 rencontres servant de test avant les demi-finales de samedi. Le maître mot ce vendredi, le plaisir. C'était excitant de voir ici à Beau Soleil le polo, c'est une chose incroyable, hein, on peut dire. Et tous les joueurs ils sont contents, même si le terrain est un peu petit, comparé à tous les autres terrains. Mais à la fin, ils sont très contents de jouer, on s'est tous bien amusés. Et on est fatigué un peu. C'était le but aussi de faire découvrir ce sport parce que c'est pas vraiment très connu en principauté en France. Exactement. Hein. Et c'est un sport qui pour moi, il faudrait avoir ici, pratiquer ici à Monaco et à Beau Soleil. Dimanche, jour de finale, l'US Polo Association domine Audemars Piguet pour le match pour la 3e place. Misbach remporte le tournoi face à Barclays, 9 points à 7,5. Outre la réussite sur le plan sportif, il y a l'aspect caritatif. Une soirée de gala s'est tenue dimanche au Monte Carlo Beach. Les fonds récoltés ont été reversés à l'association Écoute, Cancer et Confort. Du sport, on passe à la culture, direction la cour d'honneur du Palais Princier pour un concert qui s'est déroulé dimanche soir sous la baguette du chef Giancarlo Guerrero. Au programme entre autres Le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, ainsi que les nuits d'été de Berlioz, interprétées par la grande cantatrice française Karine Deschey. On écoute un extrait. Voici les prévisions météo pour les jours à venir, à commencer par mardi, une journée très chaude, à peine voilée dans l'après-midi. Les températures de 27 à 30 degrés. Mercredi, le déclin de la période de temps chaud et ensoleillé, avec un soleil de plus en plus intermittent. À prévoir une apparition de nuages orageux avant la nuit. Il fera de 27 à 29 degrés. Jeudi, le soleil sera voilé, les tendances sont toujours orageuses avec un risque de pluie. Les températures baissent, comptez 25 à 26 degrés. Et enfin vendredi, le rétablissement d'un temps sec, chaud et beau, avec des températures allant jusqu'à 28 degrés.